Dans un lieu où la mort est une présence quotidienne, il n'y a rien de bon à chercher l'origine de sons impossibles au beau milieu de la nuit. J'ai travaillé de nuit pendant 15 de mes 18 années en médecine et j'ai exercé dans de nombreux établissements différents. Au fil du temps, j'ai accumulé beaucoup d'histoires étranges, mais celle-ci m'est restée particulièrement en mémoire. Il y a quelques années, nous avions une patiente en fin de vie. Elle était d'origine amérindienne et sa famille nous avait demandé, avec beaucoup de respect, si nous pouvions ouvrir la fenêtre pour que son esprit puisse s'en aller librement une fois qu'elle aurait rendu son dernier souffle. Avec ma collègue infirmière en chef, nous avions dû nous excuser et leur expliquer que les fenêtres de l'unité étaient scellées et ne pouvaient pas s'ouvrir. La dame est décédée quelques heures plus tard dans une atmosphère assez lourde et silencieuse. Quelques jours après, j'étais assis au poste de soins juste en face de cette chambre. J'attendais l'arrivée d'un nouveau patient et la pièce avait été préparée. Sur le lit se trouvait une planche de glisse, une longue planche en plastique qui sert à transférer les malades d'un lit à un autre. Alors que j'étais tranquillement assis, j'ai vu cette planche jaillir du lit et aller frapper le mur avec fracas. La chambre était totalement vide, personne n'était à l'intérieur, et moi j'étais le seul dans le couloir, à une bonne vingtaine de mètres de la porte. Je suis entré calmement, j'ai ramassé la planche et, sans trop réfléchir, j'ai dit à voix haute, « April, tu es morte maintenant, il faut que tu passes à autre chose. » À partir de ce moment-là, d'autres phénomènes se sont produits dans cette même pièce. L'écran du scope affichait parfois le rythme cardiaque typique d'une personne en train de mourir alors que le lit était vide. Chaque fois, je rentrais dans la chambre et je répétais la même chose, qu'elle était partie, qu'elle devait avancer. Ces événements ont fini par s'arrêter d'eux-mêmes. Je me suis souvent demandé si, à force de lui rappeler sa situation, elle avait enfin trouvé le chemin pour quitter cet endroit et reposer en paix. Je suis policier. Dans ma ville, il existe une zone boisée au sommet d'une montagne. Un sentier mène à une clairière qui s'ouvre sur une falaise abrupte donnant sur la ville voisine. Quand j'étais adolescent, c'était un lieu de rassemblement populaire, on y allait pour boire, faire des feux de camp, traîner entre amis. On appelait l'endroit Récréation Point. Plusieurs personnes y ont perdu la vie au fil des années. Certaines s'y sont jetées volontairement, d'autres ont simplement glissé, ivres, par accident. Il y a quelques années, le propriétaire a vendu le terrain à un promoteur immobilier qui a rasé une grande partie des bois pour construire un lotissement chic au sommet de la montagne. Mais l'accès menant à la falaise, lui, est resté intact, encore entouré d'arbres. Le sentier est toujours là. Une nuit de service, pris par l'ennui et la nostalgie, j'ai décidé d'aller jeter un œil à Récréation Point. Je n'y avais pas remis les pieds depuis le lycée et j'avais envie de revoir l'endroit, tout en me donnant l'excuse professionnelle de vérifier s'il n'y avait pas de personnes en train de squatter. Le sentier commence à l'extrémité du lotissement, alors en pleine construction. Il n'y avait pas encore de maison achevée à proximité immédiate des bois. J'ai garé ma voiture au bout de la route et me suis engagé sur le chemin. Pas de voiture garée autour, aucun signe de présence humaine. Le sommet de la montagne est isolé et il n'est pas vraiment possible d'y accéder à pied depuis ailleurs. J'étais donc presque certain de ne croiser personne. Puis j'ai entendu des voix. Distinctement. 2 voix différentes, une masculine et une féminine. J'étais trop loin pour comprendre les mots, mais il ne faisait aucun doute qu'il s'agissait de personnes parlant ensemble. Le son semblait provenir de la clairière, et j'ai pensé qu'il s'agissait simplement de jeunes venus passer du temps là. Je comptais les faire partir et en finir. Plus j'approchais, plus les voix devenaient nettes. Arrivé à l'entrée de la clairière, tout s'est arrêté. Silence absolu. Il n'y a qu'un seul sentier qui mène à cet espace dégagé. L'autre issue, c'est la falaise ou l'épaisse broussaille qu'on ne peut traverser qu'en faisant énormément de bruit. Si quelqu'un avait tenté de fuir, je l'aurais entendu. J'ai inspecté les lieux, personne, aucune cachette possible. Une sensation désagréable m'a traversé et j'ai décidé qu'il valait mieux ne pas m'attarder. J'ai repris le sentier vers ma voiture, accélérant sans vraiment m'en rendre compte. Et c'est à ce moment-là que les voix ont recommencé,
derrière moi, exactement dans la clairière que je venais de quitter. Je ne crois pas aux fantômes. Je me répète que ce devait être un effet d'écho, des oiseaux, ou peut-être le son lointain d'une maison portée par le vent. Une explication rationnelle existe forcément. Mais je sais ce que j'ai entendu. Et je sais aussi que ces voix se sont arrêtées net au moment précis où j'ai pénétré dans la clairière. C'était étrange. Je travaillais de nuit à installer des portes coupe-feu dans un grand immeuble de bureaux et j'avais terminé mon travail plus tôt que prévu. Je ne pouvais pas partir immédiatement parce que je devais attendre que l'alarme soit activée, alors pour passer le temps je me suis installé dans un coin tranquille et j'ai décidé de regarder l'exorcisme d'Emily Rose sur mon téléphone avec des écouteurs. Environ 45 minutes plus tard, alors que je suivais une scène particulièrement tendue où un cri résonne brutalement, toutes les lumières de l'étage où je me trouvais se sont éteintes d'un seul coup. L'obscurité totale m'a enveloppé et j'ai senti mon cœur bondir dans ma poitrine. Pendant quelques secondes je suis resté figé, persuadé que quelque chose de vraiment étrange venait de se produire. Quand j'ai repris mes esprits, j'ai fini par comprendre ce qui s'était passé. J'étais resté assis tellement immobile, concentré sur le film, que les capteurs de mouvement avaient estimé qu'il n'y avait plus personne dans la pièce. Le système automatique avait donc coupé l'éclairage et m'avait plongé dans le noir au pire moment possible. Je travaillais comme agent de sécurité dans un complexe en bord de mer, de 8h du soir à 4h du matin. Une partie de mon travail consistait à descendre le long d'une passerelle qui menait à la plage, afin de vérifier qu'aucun visiteur ne traînait sur le sable après la tombée de la nuit. Une nuit, vers 1 ou 2h du matin, je sortis avec ma lampe torche pour faire mon inspection habituelle. En balayant le rivage, j'aperçus une silhouette marchant au bord de l'eau. C'était, du moins en apparence, une petite fille vêtue d'une robe blanche. Elle avançait seule, pieds nus dans les vagues, et il n'y avait personne d'autre dans les environs. Je l'ai interpellée, surpris de trouver un enfant dehors à cette heure-là. La silhouette s'est arrêtée, s'est tournée vers moi, et ses yeux ont brillé sous la lumière de ma lampe. Un éclat soudain, presque métallique, qui m'a glacé le sang. Mon instinct a pris le dessus, j'ai fait demi-tour sans réfléchir, j'ai retraversé la passerelle à toute vitesse et je suis rentré dans mon bureau, où je me suis enfermé à double tour. Les mains tremblantes, j'ai ouvert mon registre pour y écrire l'entrée de l'heure, déterminé à consigner mécaniquement les faits comme pour me convaincre que rien d'inhabituel ne s'était produit. C'est à ce moment-là qu'un énorme coup a résonné contre la porte. Le bruit sec, violent, a résonné dans la pièce. J'ai crié, puis je suis resté totalement immobile, retenant ma respiration dans le silence oppressant. Il fallut une bonne demi-heure avant que j'ose ressortir pour la ronde suivante. Quand je poussai la porte, mon regard fut attiré par le sol. Un détail me troubla aussitôt, le carrelage devant mon bureau était couvert de sable, comme si quelqu'un, ou quelque chose, était resté planté là, attendant que je sorte. À l'époque où mon frère était encore dans l'armée, il avait pour mission de surveiller la base et de faire une ronde autour du périmètre toutes les 45 minutes. Une nuit, alors qu'il marchait seul le long de la clôture, il entendit un sifflement étrange qui semblait provenir de la forêt voisine. L'air était couvert de brouillard et ce son résonnait de manière inquiétante, au point de lui donner l'impression que quelqu'un ou quelque chose l'attendait caché dans les arbres. Il prit immédiatement sa radio pour signaler ce qu'il avait entendu, puis, fidèle à son devoir, il décida d'aller vérifier la source de ce bruit. Chaque pas qu'il faisait dans la direction de la forêt semblait rallonger la distance et l'atmosphère devenait de plus en plus pesante. En avançant dans cette obscurité humide, il finit par distinguer une silhouette assise sur un tronc. À sa grande surprise, ce n'était pas une menace ni une présence mystérieuse, mais simplement l'un des nouveaux soldats qui venaient chaque nuit s'isoler pour jouer de la flûte. Il répétait ses mélodies au milieu du silence, sans se douter qu'il donnait des frissons à ceux qui patrouillaient à proximité. Je travaillais de nuit dans une station-service et cette nuit-là avait été particulièrement bizarre. Plusieurs junkies complètement perchés étaient passés, des clients au comportement étrange, bref, une ambiance de pleine lune comme on en connaît parfois.
Vers la fin de mon service, je me trouvais derrière le comptoir, en train de réarranger les paquets de cigarettes, le dos tourné à la boutique. À ce moment précis, il n'y avait personne dans la station et mon collègue était dans la chambre froide. Soudain, une voix a retenti derrière moi, claire et proche, « Content de voir que tu as survécu à la nuit. » J'ai sursauté, j'ai pivoté d'un coup, persuadé de trouver quelqu'un debout au milieu du magasin. Mais il n'y avait absolument personne. Le silence est retombé, lourd et oppressant, et mon cœur battait à tout rompre. Ce n'est que lors de mon service suivant que j'ai découvert l'explication. En réalité, la caisse enregistreuse est équipée d'un système vocal. Elle diffuse des messages pour rappeler certaines consignes, par exemple de ne pas recharger de carte par téléphone à cause d'arnaques ou d'autres avertissements. Parmi ces phrases, il y en a une qui dit précisément « Content de voir que vous avez passé la nuit » et la voix, plus grave, enchaîne avec « sans avoir eu de problème ». La première fois que je l'ai entendue, seul au milieu de la nuit après des heures de tension et de clients inquiétants, j'ai vraiment cru que quelque chose d'invisible m'avait parlé. Ici au Japon, beaucoup de traditions reposent sur la présence et la mémoire des ancêtres et il n'est pas rare d'entendre des récits où l'on croise des vieilles âmes dans des endroits inattendus. J'en avais déjà vu quelques exemples au fil du temps, mais rien ne m'avait autant marqué que l'expérience que j'ai vécue dans la forêt d'Aokigahara, tristement connue sous le nom de forêt de la mort. Un ami japonais et moi avions fait un pari un peu insensé, passer une nuit entière seuls dans cette forêt. Nous avions emporté avec nous un rouleau de ruban adhésif rose pour marquer notre chemin et éviter de nous perdre, et nous nous sommes enfoncés à environ 3 km à l'intérieur, en quittant le sentier principal. Dès que nous nous sommes éloignés, nous avons tous les deux ressenti la même impression pesante, comme si une multitude de regards invisibles nous suivait à travers les arbres. L'atmosphère était oppressante et le silence de la forêt semblait presque nous isoler du reste du monde. Malgré ce malaise constant, nous avons tenu notre pari et nous sommes restés toute la nuit. Rien de particulier n'est arrivé, mais chaque bruissement de branches ou souffle de vent paraissait chargé de sens. Le lendemain matin, soulagés, nous avons remballé notre campement et quitté les lieux en riant de notre peur. Ce n'est qu'après coup que nous avons appris quelque chose qui nous a glacés. Le jour suivant notre départ, les autorités avaient organisé leur première opération annuelle de récupération des corps dans cette forêt. À peine quelques centaines de mètres de l'endroit où nous avions passé la nuit, ils ont découvert 26 cadavres. J'ai travaillé dans les bureaux d'une organisation en périphérie de Londres, un lieu qui ressemblait beaucoup à un vieux cercle fermé réservé aux initiés. Le poste de directeur y était une fonction élective très prestigieuse. Les élus avaient généralement la soixantaine et restaient en place entre 10 et 20 ans. L'un d'eux, en particulier, avait laissé une réputation tenace, il aimait tellement son travail qu'il restait dans son bureau jusqu'à 21h chaque soir. Il était mort en fonction, avant même de prendre sa retraite. Au moment où j'y travaillais, l'organisation déclinait. Elle prévoyait de déménager dans un autre pays et avait réduit son personnel de manière drastique. Le bâtiment, construit à la fin des années 1970 et jamais modernisé, pouvait accueillir 40 à 50 employés. Nous n'étions plus qu'une dizaine. Comme je travaillais sur des projets, il m'arrivait de rester tard le soir, après le départ de tous les autres à 17h. La première nuit où je suis resté seul, assis à mon bureau, j'ai entendu à 21h précise une porte claquer à l'étage supérieur, puis une seconde. Quelques instants plus tard, l'ascenseur, un vieux modèle analogique, est monté jusqu'au dernier étage. Les portes se sont ouvertes, puis refermées beaucoup plus vite qu'en temps normal. Immédiatement après, la cabine est descendue au rez-de-chaussée et les portes se sont de nouveau ouvertes. 4 ou 5 secondes plus tard, la porte d'entrée du bâtiment a émis un bruit sec, comme si elle venait d'être refermée. Je suis allé vérifier, elle était verrouillée, impossible à bouger. J'ai trouvé ça étrange sur le moment, jusqu'à ce que le scénario se reproduise la nuit suivante, exactement à la même heure. Le troisième soir, je suis monté à l'étage à 19h pour vérifier toutes les portes, elles étaient bien fermées. Pourtant, à 21h, le même enchaînement s'est produit. Je n'ai jamais eu le courage de retourner à l'étage à cette heure-là pour voir de mes propres yeux ce qui se passait.
Le détail le plus troublant restait l'ascenseur. Un jour où il était en maintenance, j'ai offert un café au technicien et je lui ai demandé si le système fonctionnait avec une minuterie ou un programme horaire. Il m'a affirmé qu'il n'y avait aucun dispositif de ce genre, pas de minuterie, pas d'horloge intégrée. Je travaille de nuit dans une prison et je fais régulièrement des rondes pour vérifier les étages. Une nuit, alors que je faisais mon inspection habituelle, j'ai remarqué un détenu debout au milieu de sa cellule. En soi, cela n'aurait rien eu de surprenant, sauf que cet homme était normalement cloué à un fauteuil roulant puisqu'il n'avait qu'une jambe. Ce qui m'a figé sur place, c'est qu'il faisait des flexions en tenant son fauteuil au-dessus de sa tête, comme si le poids ne représentait aucune difficulté pour lui. Ce n'était pas particulièrement terrifiant, mais c'était une image si inattendue et étrange que je suis resté quelques secondes à le regarder pour être sûr de ne pas rêver. Il y a aussi un autre détenu qui m'a marqué, parce qu'il passe une partie de ses nuits à converser avec quelqu'un qui n'existe pas. Il parle à voix basse, puis hausse le ton, il rit, fait des gestes avec les mains comme si un interlocuteur invisible se tenait devant lui. Parfois l'échange semble amical, presque léger, mais il arrive aussi qu'il se mette à s'énerver, comme s'il s'adressait à une présence qui le provoquait. Ce qui rend la scène encore plus troublante, c'est qu'il ne fait ça que la nuit, et toujours dans le même coin de sa cellule, debout face au mur comme s'il attendait quelqu'un. Je travaillais de nuit dans une supérette d'une petite ville où, en réalité, personne n'avait besoin d'acheter quoi que ce soit après minuit. Les seules visites venaient parfois d'un ambulancier ou d'un policier de service, mais la plupart du temps, le magasin restait désert. Une nuit, vers 2 heures du matin, un homme est entré. Il devait avoir une 60aine d'années. Il marchait en boitant, ses vêtements étaient tachés comme s'il s'était uriné dessus, et son allure entière dégageait une impression inquiétante. Son visage n'arrangeait rien, un sourire figé, dérangeant, presque inhumain. Il s'est approché de ma caisse sans avoir pris le moindre article. Puis il m'a fixé, toujours avec ce sourire, m'a demandé « Avez-vous du gaz poivré ?» Pris de court, je lui ai répondu que non, que le magasin n'en vendait pas. Mais il a insisté d'une manière glaçante « Non, est-ce que vous, personnellement, vous avez du gaz poivré sur vous ?» J'ai senti mon estomac se nouer. Chaque fibre de mon corps me criait que quelque chose n'allait pas. Alors j'ai menti. J'ai dit oui. À ces mots, il n'a rien ajouté. Il s'est simplement tourné et a quitté le magasin, son pas traînant résonnant sur le carrelage. Je suis resté figé, persuadé qu'il allait revenir. J'ai arraché une planche d'une palette à l'arrière pour m'en servir d'arme et j'ai gardé mon téléphone à portée de main, le cœur battant à tout rompre. Il n'est jamais revenu, mais cette nuit m'a suffi. Je n'ai plus jamais repris ce poste de nuit. J'étais officier maritime à bord d'un porte-conteneurs il y a de nombreuses années, alors que nous naviguions dans l'océan Indien. Une nuit, pendant mon quart, un écho apparut sur le radar, en trajectoire de collision directe avec notre navire. Nous avons immédiatement tenté d'obtenir une confirmation visuelle, mais il n'y avait absolument rien à l'horizon. La nuit était pourtant claire, la mer parfaitement calme et la lune presque pleine éclairait l'eau. Nous avons attendu près d'1 heure. Durant tout ce temps, le radar indiquait que l'objet restait exactement sur la même trajectoire, à la même vitesse, sans jamais bouger. Devant l'étrangeté de la situation, le capitaine fut appelé. 5 hommes se trouvaient sur la passerelle à ce moment-là, dont 2 officiers expérimentés et le capitaine lui-même, mais personne ne parvenait à comprendre ce que nous avions devant nous. Le capitaine finit par ordonner une manœuvre d'évitement. À notre grande surprise, l'autre navire sembla changer de cap en même temps que nous, restant obstinément en trajectoire de collision. Les 2 radars, le nôtre et celui de secours, donnaient une lecture identique et l'ECDI affichait un bâtiment avec un nom et un indicatif d'appel. Nous avons tenté à plusieurs reprises d'entrer en contact par radio VHF, mais nous n'avons jamais reçu de réponse. À mesure que la distance diminuait, la tension montait. Nous aurions dû apercevoir ses lumières ou sa silhouette au loin, mais la mer restait désespérément vide. Le capitaine, pensant à un risque réel,
pris la décision de faire rassembler l'équipage dans les canots de sauvetage et de se tenir prêt à les mettre à l'eau, tandis qu'il restait sur la passerelle avec le chef mécanicien. Quand le point lumineux du radar entra en collision avec notre navire, il disparut tout simplement de l'écran. Rien ne se produisit. Au port suivant, des experts furent spécialement envoyés pour examiner minutieusement les radars, mais ils ne trouvèrent aucune anomalie. Officiellement, rien ne clochait. Pourtant, cette nuit-là, toute la passerelle avait ressenti la même chose, une attente glaciale d'un choc inévitable avec un navire fantôme qui n'existait pas. Quand j'ai commencé à travailler avec le médecin légiste, l'un des aides m'a demandé un matin de préparer le corps pour une autopsie. Les autopsies avaient lieu très tôt, à une heure que j'appelais l'heure avant l'aube, uniquement parce que cela convenait à l'emploi du temps du pathologiste. Cela signifiait que je devais me rendre à la morgue encore plus tôt, au cœur de la nuit, pour tout préparer avant son arrivée. Me voilà donc, tout juste sorti de l'université, encore inexpérimenté, debout dans une morgue silencieuse à 3 heures du matin, entouré de corps dans leurs sacs mortuaires. Je me souviens avoir pensé avec ironie que c'était exactement ainsi que débute chaque film d'horreur. La tâche du jour n'arrangeait rien à mon angoisse, le défunt était une personne de forte corpulence, et il fallait le transférer du chariot et du sac mortuaire jusqu'à la table d'autopsie. Comme j'étais encore novice, la manœuvre me demandait beaucoup d'efforts et je peinais à déplacer le poids du corps. Alors que je soulevais le torse pour le hisser sur la table, un bruit soudain a retenti. Un souffle bas, presque un gémissement, est sorti de la bouche du défunt. Le son résonnait dans la salle froide et silencieuse, et pendant une fraction de seconde j'ai cru que mon cœur s'arrêtait. Si je n'avais pas vu mes connaissances en anatomie et en physiologie, je crois que j'aurais lâché le corps sur place, gâchant ainsi la préparation de l'autopsie, et que j'aurais fui en courant, persuadé d'être en plein cauchemar. Mais je savais ce que c'était, même après la mort, il reste de l'air piégé dans les poumons, et en manipulant le corps, j'avais comprimé la cage thoracique, forçant cet air à s'échapper par la trachée. Ce qui, dans le silence glacé de la morgue, donnait l'impression terrifiante qu'un cadavre venait de gémir. Je n'ai pas quitté mon poste, mais je me souviens encore de ce frisson glacé qui m'a parcouru. J'étais seul, entouré d'une chambre réfrigérée pleine de morts, au beau milieu de la nuit, et un cadavre venait de pousser un son guttural digne d'un fantôme. Tout cela était parfaitement explicable scientifiquement, mais dans ce contexte précis, c'était l'expérience la plus effrayante de mes débuts. Une véritable « shift de cimetière », au sens propre comme au figuré. Je travaille de nuit dans un centre psychiatrique, c'est un service où règne d'ordinaire un silence étrange, lourd, presque palpable, surtout quand toutes les lumières sont tamisées et que la seule compagnie que l'on a est le bruit régulier des pas dans les couloirs. Une nuit, j'étais de service avec une collègue qui porte le même prénom que moi, ce qui est déjà en soi un petit hasard amusant que nous mentionnons parfois pour rire. Nous étions chacune dans une pièce différente, concentrées sur nos tâches, quand soudain nous avons toutes les deux entendu distinctement quelqu'un prononcer notre prénom. La voix n'était ni forte ni chuchotée, mais suffisamment claire pour nous donner l'impression qu'on nous appelait directement. Pensant que c'était elle qui avait besoin d'aide, je me suis dirigé vers sa salle, exactement au moment où elle quittait la sienne pour venir vers moi, persuadé que j'étais celle qui l'avait appelée. La coïncidence était troublante, car aucune des deux n'avait parlé et il n'y avait personne d'autre susceptible de le faire. Tous les résidents dormaient profondément et, dans cet établissement, la majorité d'entre eux ne parlent jamais, certains n'ont pas prononcé un seul mot depuis des années. Nous savions donc avec certitude que cela ne pouvait pas venir d'eux. Il n'y avait que nous deux sur ce secteur cette nuit-là, ce qui rendait l'expérience encore plus dérangeante. Nous nous sommes regardés, figés un instant, conscientes que nous venions de vivre exactement la même chose au même moment. Un long frisson nous a parcourus, comme si l'air autour de nous s'était brusquement refroidi. Nous avons fini par reprendre nos activités, mais l'ambiance n'a jamais retrouvé son calme habituel cette nuit-là. Depuis ce soir-là, chaque fois que nous travaillons ensemble, l'un de nous finit toujours par mentionner cet épisode. Je travaille dans un fast-food. Dans ce genre d'endroit, il n'y a pas vraiment d'histoire surnaturelle,
mais il y a énormément de situations étranges ou difficiles à cause des toxicomanes et des sans-abri qui passent régulièrement. On finit par voir de tout. Un soir, un dealer est entré en panique, persuadé d'avoir oublié son sac à dos rempli de marchandises dans le restaurant. Il tournait en rond, répétant qu'il devait absolument le récupérer, et il a même tenté à plusieurs reprises de passer derrière le comptoir pour fouiller lui-même. Nous l'avons retenu, mais ce sac, nous ne l'avions jamais vu. Aucun client n'avait signalé quoi que ce soit non plus. Son désespoir était palpable, et en même temps terrifiant, car on savait qu'il aurait été prêt à tout retrouver. Une autre nuit, un homme sous méthamphétamine a déboulé dans la salle en hurlant qu'il y avait des loups dans le parking. Il criait qu'il fallait appeler les services de contrôle animalier parce qu'ils allaient l'attaquer. Il tremblait, se cachait derrière les tables, pointait du doigt l'extérieur comme si les bêtes étaient bien réelles. Tout le monde restait figé, partagé entre la peur et l'incompréhension. Le pire, c'est que parfois, ce n'était pas juste des crises passagères. Nous avons découvert un soir qu'un client était mort d'une overdose dans les toilettes. Et un autre jour, un sans-abri a perdu la vie sous les roues d'un camion-benne en traversant le parking juste devant l'établissement. Ces événements marquent et laissent une trace lourde que l'on n'oublie pas facilement. Mais au milieu de tout ça, il y avait aussi des présences plus discrètes, presque rassurantes. Comme ce sans-abri qui venait chaque nuit. Toujours poli, toujours calme, il commandait un soda et un petit burger, puis il allait s'installer au fond de la salle. Il branchait sa tablette pour regarder des vidéos jusqu'à ce qu'il finisse par s'endormir, assis contre le mur. Il ne dérangeait personne, ne parlait pas, ne faisait pas de bruit. Mais certains clients se plaignaient de sa présence, et il arrivait même que certains essaient de le faire partir par eux-mêmes, comme si simplement exister à leurs yeux était une offense. Pourtant, cet homme vivait simplement sa vie, sans embêter qui que ce soit. Chaque fois que je le voyais assis là, je me disais que ces murs avaient vu le pire de l'humanité, mais aussi, parfois, un peu d'humanité tout court. L'année dernière, l'hôtel où je travaille a été durement touché par l'ouragan Matthew. Les dégâts ont été si importants que nous avons dû fermer l'établissement pendant 3 mois entiers. Malgré cela, la direction a continué à me faire travailler sur mes horaires habituels de nuit, en me confiant toutes sortes de tâches à effectuer pour entretenir le lieu et assurer une présence sur place. L'hôtel n'est pas immense, mais il est assez grand pour donner une impression de vide lorsqu'il est désert. 8 étages, 104 chambres, et un emplacement directement face à l'océan. Traverser ces couloirs silencieux quand tout est vide donne une atmosphère très particulière, presque irréelle. Durant ces mois-là, j'ai vécu plusieurs petits moments étranges. Être seul dans un hôtel de cette taille, sans clients ni collègues, suffit déjà à créer des impressions, mais une expérience en particulier m'a vraiment marqué et je n'ai jamais trouvé d'explication claire. Une nuit, je faisais ma ronde de sécurité habituelle, ce qui consistait à vérifier que toutes les portes étaient bien fermées. Pour rendre la tâche moins monotone, j'écoutais de la musique sur mon téléphone avec mes écouteurs, comme je le fais souvent. Je devais emprunter les escaliers pour monter étage après étage, et alors que j'approchais du dernier niveau, j'ai mis ma musique en pause sans raison particulière, peut-être par réflexe, peut-être pour écouter le silence ambiant. À peine avais-je retiré le son que j'ai entendu, dans la cage d'escalier, une voix de femme. Elle chantait, comme un court extrait d'un air d'opéra, une note claire et tenue, ni trop aiguë ni trop grave. Cela n'a duré qu'1 ou 2 secondes, mais c'était suffisamment net pour que je comprenne immédiatement que ce n'était pas un bruit accidentel ou un écho de ma musique. La sonorité était trop différente, trop précise, comme si quelqu'un se tenait quelque part dans ce bâtiment vide. Je suis resté immobile, planté sur les marches, à écouter le silence total qui avait suivi. Pas un souffle de vent, pas un craquement, rien d'autre que l'impression persistante que cette voix avait bien résonné là. J'ai attendu 1 minute entière, espérant l'entendre à nouveau, mais plus rien n'est venu. Je ne suis pas quelqu'un qui croit aux fantômes ou aux histoires surnaturelles, mais je dois admettre que ce moment m'a mis extrêmement mal à l'aise. Le simple fait d'imaginer qu'une voix puisse s'élever dans un hôtel totalement vide me donne encore des frissons quand j'y repense. Et maintenant, avec l'ouragan Irma qui approche,
j'espère de tout cœur que l'histoire ne se répétera pas, ni que l'hôtel ne subira de nouveaux dommages. La seule consolation que nous avons, c'est que le bâtiment a été largement renforcé après Matthew, conçu pour résister à presque tout. Je faisais des rondes de nuit dans un parc d'un petit village rural. J'avais une petite cabane où je pouvais rédiger mes rapports, écouter la radio et regarder la télévision, qui ne captait que 3 chaînes locales. Une nuit, vers 23h, je suis sorti pour vérifier les sentiers. Un coyote se tenait à une vingtaine de mètres, immobile, à la lisière des arbres, me fixant. Je n'y ai pas prêté grande attention puisqu'il s'agissait simplement d'un coyote. Il est retourné dans les bois au moment où je descendais les marches pour commencer ma tournée. Lorsque je suis ressorti vers 1h du matin, ils étaient 2, au même endroit, m'observant sans bouger. Après quelques bruits et gestes pour les effrayer, ils ont fini par s'éloigner. Puis, vers 3h, en ouvrant la porte, je les ai découverts juste au pied des marches. La frayeur a été immédiate. J'ai tenté de les chasser, mais l'un d'eux a commencé à monter les marches vers moi. J'ai aussitôt refermé la porte et décidé d'interrompre toute autre ronde pour la nuit. Pendant près d'1 heure, j'ai entendu leurs pas rapides tourner autour de la cabane. Peu avant l'aube, des aboiements et des grondements, semblables à une bagarre, ont retenti. Le bruit semblait s'éloigner, pas directement devant la porte. J'ai regardé par les fenêtres donnant de l'autre côté, mais n'ai rien vu. Ce fut ma dernière nuit de patrouille. Les coyotes de l'Est n'ont aucune peur de l'homme, et je ne voulais pas prendre de risques. Parfois, un animal peut susciter une peur plus viscérale que bien des choses. C'est exactement ce qui m'est arrivé cette nuit-là. Je travaillais de nuit dans un entrepôt Amazon qui, autrefois, appartenait à Zapo. Les nuits calmes, la direction avait pour habitude de renvoyer une partie du personnel chez lui pour économiser des heures, et ce soir-là je me suis retrouvé à devoir finir mon service dans un immense bâtiment presque désert, avec seulement 2 autres employés pour occuper un espace qui semblait infini. L'entrepôt était gigantesque, composé de 5 étages, avec des centaines et des centaines de rangées de rayonnage métallique qui s'étendaient comme un labyrinthe industriel. Même les jours normaux, avec l'activité à son comble, il arrivait de ne croiser presque personne au milieu de cette immensité, alors cette nuit-là, avec si peu de monde, le silence était pesant et l'atmosphère irréelle. Au début de mon service, je me concentrais sur mes tâches habituelles, mais après un moment j'ai commencé à remarquer quelque chose d'étrange. À plusieurs reprises, alors que je tournais dans les allées, j'apercevais une silhouette qui disparaissait au détour des rayonnages. Ce qui attirait mon attention, c'était la couleur. La personne portait un vêtement rouge, une teinte vive qui contrastait brutalement avec le décor terne et uniforme de l'entrepôt. À chaque fois que je changeais de direction pour essayer de voir plus clairement, la silhouette s'éclipsait aussitôt, comme si elle glissait juste hors de mon champ de vision. Au départ, j'ai pensé qu'il s'agissait simplement de l'un de mes collègues, mais la répétition de ces apparitions, toujours brève et toujours à la limite de ma vue, a fini par éveiller en moi un malaise sourd. Dans un espace aussi vide, chaque bruit, chaque mouvement semblait amplifié, et voir ce rouge se dérober encore et encore me donnait l'impression d'être observé ou suivi. Quand l'heure du repas est enfin arrivée, je me suis dirigé vers la salle de pause, impatient de vérifier quelque chose. Mes 2 collègues s'y trouvaient déjà, assis tranquillement, et c'est en les voyant que j'ai compris que quelque chose clochait vraiment. Aucun d'eux ne portait de rouge. Pas un vêtement, pas un accessoire, rien qui puisse correspondre à ce que j'avais vu à plusieurs reprises dans les allées. Je n'ai jamais su expliquer ce que j'avais aperçu cette nuit-là. Peut-être était-ce le fruit de la fatigue, de l'ombre projetée par les néons, ou de mon imagination qui cherchait à combler le vide d'un lieu trop silencieux. J'ai travaillé de nuit dans un hôpital psychiatrique. L'étage juste au-dessus du mien accueillait des patients autistes ou souffrant de troubles du développement. Il arrivait qu'on entende des bruits venant de là-haut, à travers le plancher. Une nuit, peu de temps après mes débuts, un cri atroce, long et déchirant a retenti, suivi de fracas violents, comme si quelqu'un était traîné ou frappé le sol à répétition.
Cela donnait vraiment l'impression qu'un meurtre était en train de se produire. J'étais tétanisé. Heureusement, j'étais accompagné d'un collègue habitué à travailler à l'étage supérieur. Voyant ma tête, il m'a expliqué d'un ton détaché qu'il s'agissait simplement d'une résidente connue pour crier et courir dans le couloir lorsqu'elle se réveillait brusquement. Même après cette explication, chaque fois que des hurlements ou des coups résonnaient dans le silence de la nuit, mes poils se hérissaient instantanément. Aujourd'hui, je travaille dans ce qui était autrefois, et reste en quelque sorte, un couvent. Le bâtiment principal sert désormais de résidence médicalisée pour des religieux âgés, la plupart ayant entre 80 et 90 ans. Les plus autonomes vivent un peu plus bas dans la vallée. La bâtisse, elle, date de la fin du XIXe siècle et c'est là que beaucoup de sœurs terminent leur jour. À plusieurs reprises, j'ai vu des lumières allumées dans des chambres vides où je n'étais jamais entré. Il est aussi arrivé que des radios se mettent à jouer seules dans des pièces désertes. L'atmosphère en devient parfois vraiment étrange, difficile à expliquer. Je travaille de nuit dans un hôtel et au fil du temps j'ai vécu plusieurs expériences étranges. Je ne suis pas le seul d'ailleurs, d'autres collègues qui occupent le même poste de nuit m'ont déjà raconté avoir vécu des choses qu'ils n'ont jamais pu expliquer. Ce qui rend ces situations encore plus troublantes, c'est qu'elles surviennent toujours après l'heure où nous verrouillons toutes les portes du bâtiment. En théorie, plus personne ne peut rentrer ni sortir, et l'hôtel devient un lieu clos, silencieux, isolé du monde extérieur. Il m'est arrivé de constater que des tiroirs de placard s'ouvraient tout seuls, alors que je n'étais même pas à proximité. J'ai entendu des pas résonner dans des couloirs pourtant vides, et j'ai souvent ce sentiment pesant d'être observé, comme si une présence invisible me suivait dans mes déplacements. Mais rien de tout cela ne m'a marqué autant qu'un événement qui s'est produit il y a seulement quelques semaines. Dans l'un des sanitaires de l'hôtel se trouve un distributeur automatique de serviettes en papier. L'appareil est situé sur le mur opposé, et quand on se lave les mains, on peut le voir distinctement reflété dans le miroir. Ce soir-là, j'étais justement en train de me laver les mains quand j'ai entendu le bruit caractéristique du mécanisme. J'ai immédiatement tourné la tête et j'ai vu la machine se mettre en marche toute seule, sans que personne ne soit à proximité, en train de dérouler une feuille de papier. Déjà cela suffisait à me figer sur place, mais ce qui s'est produit ensuite m'a glacé le sang. Alors que je fixais le distributeur, la serviette s'est soulevée d'elle-même, comme tirée vers le haut par une main invisible. Elle est restée suspendue quelques secondes, figée dans une position improbable, avant de retomber mollement vers le bas. J'ai aussitôt cherché une explication rationnelle. Mais sur ce mur-là, il n'y avait aucune bouche d'aération, aucun souffle d'air qui aurait pu provoquer un tel mouvement. J'ai ressenti un frisson intense parcourir tout mon corps. Une partie de moi était terrifiée, une autre fascinée d'avoir été témoin d'une scène si étrange, presque irréelle. Je travaillais dans une pharmacie ouverte toute la nuit. La plupart du temps je lisais pour passer le temps, mais une nuit un vieil homme est arrivé vers 1h du matin. Il semblait incroyablement âgé, probablement dans la fin de ses 90 ans. Il portait un costume marron d'un autre temps, comme s'il sortait tout droit des années 1950. La coupe et la matière donnaient l'impression d'un vêtement hors de prix, bien entretenu, presque trop parfait. Il s'est approché du comptoir et m'a demandé s'il pouvait attendre que son ami vienne le chercher. Ses phrases étaient étranges, hachées, monotones. Ses yeux étaient grands ouverts et restaient fixés sur moi avec une intensité déconcertante. Sa façon de parler, sa manière de se mouvoir, tout semblait décalé, artificiel presque. Il expliquait que son ami venait de New York et qu'il arriverait bientôt, en laissant entendre que le trajet serait bien plus rapide que la normale. Il a passé du temps à errer dans le magasin, m'annonçant qu'il voulait ramener des souvenirs de l'État. Mais une trentaine de minutes plus tard, il est revenu avec un chariot rempli d'objets complètement banals, nourriture, livres, électronique. Rien qui puisse ressembler à un souvenir. Tout était des articles disponibles partout aux États-Unis. Il a laissé son chariot près du comptoir et est sorti. Une demi-heure s'est écoulée. Un client est entré et m'a signalé qu'un vieil homme étrange l'inquiétait dehors. Je suis allé voir et c'était bien lui. Il était assis sur un banc, mais pas assis normalement,
accroupi, dans une posture complètement inhabituelle pour quelqu'un de son âge. Lorsqu'il m'a vu, il m'a rappelé que je lui avais dit qu'il pouvait attendre. Son ton restait plat, dépourvu de toute émotion. Quand je lui ai fait remarquer que sa manière de s'asseoir n'était pas ordinaire, il s'est levé et a fixé le banc d'un air confus, comme s'il ne comprenait pas ce que je voulais dire. Je suis retourné à l'intérieur. 20 minutes plus tard, un jeune homme noir est entré dans la pharmacie. Il devait avoir une vingtaine d'années. Il portait une combinaison intégrale et des chaussures lumineuses qui clignotaient à chaque pas. Il chantonnait, sautillait presque, avec une attitude exagérément joyeuse. Son sourire semblait figé, plaqué sur ses lèvres, mais sans aucune expression dans le reste du visage. Il m'a demandé si j'avais vu son ami. Pendant qu'il parlait, il tenait un téléphone qu'il dissimulait volontairement de mon regard, se déplaçant toujours pour m'empêcher d'apercevoir l'écran. Il paraissait incapable de décrire son soi-disant ami. Il semblait hésitant, confus, comme s'il inventait l'histoire en temps réel. Pourtant, lorsque j'ai mentionné l'homme en costume marron, ses réactions étaient étranges, presque comme s'il ne comprenait pas. C'est à ce moment-là que le vieil homme est revenu. Les deux se sont immédiatement reconnus, se sont serrés dans les bras et ont commencé à danser ensemble d'une manière étrange, hors de propos. Le jeune est allé chercher de la bière, en criant à son compagnon en costume de l'attendre une seconde. Il a payé avec une carte bancaire complètement vierge, sans aucun marquage, seulement une bande noire magnétique. Ils ont ouvert les bouteilles sur place et les ont vidées rapidement, puis sont sortis ensemble, comme si tout était parfaitement normal. Je n'ai jamais su quoi penser de cette rencontre. Étaient-ce deux excentriques? Des imposteurs? Ou bien quelque chose de plus étrange encore? Parfois, en y repensant, je me demande si je n'ai pas croisé des êtres qui n'étaient pas tout à fait humains. Je travaille comme livreur de pizza et une nuit, assez tard, j'ai dû me rendre dans une résidence pour personnes âgées. Dès que j'ai garé ma voiture et franchi la porte d'entrée principale, j'ai été envahi par un sentiment de malaise presque immédiat. Le hall était désert, parfaitement silencieux, et l'ambiance qui s'en dégageait me faisait penser à l'hôtel Overlook dans le film Shining. Il y avait comme une lourdeur dans l'air, une impression d'histoire ancienne inscrite dans les murs, comme si des décennies de vie et de mort s'étaient accumulées entre ces couloirs. J'ai traversé le hall et suis monté dans l'ascenseur. Alors que je me tenais à l'intérieur, je me suis surpris à imaginer combien de personnes avaient dû s'éteindre dans les chambres de ce bâtiment au fil des années. La pensée était morbide, mais elle s'imposait à moi dans ce silence absolu. C'est alors que l'ascenseur a commencé à refermer ses portes, mais au lieu de se fermer complètement, elles se sont arrêtées à mi-chemin, laissant un espace entrouvert. Elles sont restées ainsi bloquées pendant ce qui m'a semblé interminable, mais qui a bien duré cette longue seconde. Je suis resté immobile, le cœur battant, fixant cette ouverture dans l'attente que quelque chose surgisse, une main, une silhouette, n'importe quoi. Pendant ces instants suspendus, j'avais l'impression qu'une présence invisible attendait juste derrière, prête à me happer. Mon esprit allait jusqu'à imaginer une créature tapie dans l'ombre, prête à me tirer hors de la cabine. Puis, finalement, les portes se sont refermées d'un coup sec et l'ascenseur s'est mis en marche comme si de rien n'était. J'ai fini par atteindre l'étage et livrer la pizza au client, mais cette impression d'avoir frôlé quelque chose d'étrange ne m'a pas quitté de la nuit. Je me souviens qu'adolescent, j'avais besoin d'argent pour financer mon addiction à Warhammer 40K et économiser pour ma première voiture. J'ai donc trouvé un job de nuit en solo, chargé du nettoyage dans un supermarché du coin. Lors de l'entretien, le gérant m'avait prévenu que personne n'était jamais resté à ce poste plus de 3 mois. Les employés quittaient le boulot sans donner d'explication. J'avais trouvé ça ridicule, pensant que le travail était simple. Le salaire était excellent pour mon âge et le supermarché se trouvait à 2 pas de chez moi. Ma première nuit s'est déroulée sans problème. J'avais commencé vers 23h, terminé à 5h. Mais vers 2h du matin, j'ai entendu au-dessus de moi, dans le plafond, des bruits de meubles qu'on déplaçait et de gros fracas. J'ai d'abord pensé qu'un autre employé de nuit se trouvait là,
avant de réaliser que j'avais une vue complète sur l'unique entrée du magasin et que tout était verrouillé. J'ai couru jusqu'à l'escalier, poussé la porte et découvert une pièce sombre remplie de chaises et d'étagères. Personne. J'étais déjà un peu mal à l'aise, mais j'ai terminé mon service sans autre incident. Les nuits suivantes, les phénomènes étranges se sont multipliés. Je rangeais des produits quand soudain un œuf se brisait derrière moi. J'entendais des paquets de chips se froisser et toujours du mouvement à l'étage. Le magasin était pourtant vide, mais c'était comme si tout s'y déchaînait. Certaines zones dégageaient une sensation oppressante. Puis, arrivé à mon 3e mois, l'épisode le plus choquant s'est produit. Un œuf a volé directement sur moi et la porte s'est ouverte d'un coup sec. J'aurais pu partir, mais j'avais besoin d'argent. Alors je suis resté encore 6 mois. La seule façon de supporter ces nuits fut de devenir totalement ivre. Chaque service, je faisais mon travail en riant des choses étranges qui se produisaient autour de moi. Ce lieu a changé ma vision du monde. Le supermarché était ancien, appartenant à un vieux propriétaire radin. Aucun SDF ne pouvait vivre dans les combles, car tout y était parfaitement organisé, sans endroit pour se cacher. J'entendais des bruits de chaises déplacées, mais à chaque vérification, tout restait en ordre. Pas de caméra à l'époque, pas de téléphone portable pour filmer. L'une des expériences les plus marquantes m'est arrivée alors que j'étais ivre. Encore aujourd'hui, rien qu'en y repensant, j'en ai des frissons et les larmes aux yeux. Le magasin était disposé avec un rayon fruits et légumes sur la gauche et 9 allées parallèles. Les lumières nocturnes installées par le propriétaire éclairaient faiblement, plongeant l'endroit dans une semi-obscurité permanente. Vers 3 heures du matin, je rangeais des produits quand j'ai remarqué, dans la zone sombre des fruits et légumes, une masse noire immense, montant jusqu'au plafond. J'ai braqué ma lampe torche sur elle, mais la lumière ne la traversait pas. Une angoisse soudaine m'a envahi. J'ai décidé de ne pas me laisser dominer par la peur et j'ai continué à travailler. Quelques minutes plus tard, en regardant de nouveau, la masse noire s'était rapprochée de moi. À ce moment-là, j'ai ressenti une lourdeur étrange, comme si tout se mettait à tourner autour de moi. Les cartons que je venais d'empiler se sont renversés d'un seul coup. J'ai rassemblé mes affaires et décidé de partir. En sortant, j'ai verrouillé la porte. Le soleil commençait à se lever et ses rayons illuminaient l'entrée. Mais quand je me suis retourné, la porte que je venais de fermer était devenue complètement noire, opaque, comme si l'intérieur du magasin avait disparu. J'ai entendu le verrou claquer, puis la porte s'est lentement rouverte, comme pour m'inviter à revenir. J'ai pris la fuite, refermé violemment la porte derrière moi et enfourché mon vélo pour rentrer chez moi. C'était de loin l'expérience la plus terrifiante que j'ai vécue dans ce supermarché. Quand j'étais enfant, ma mère travaillait de nuit à l'hôpital. L'étage juste au-dessus du sien avait la réputation d'être hanté, et pas seulement d'une petite rumeur passagère. C'était un ancien service psychiatrique qui n'était plus vraiment utilisé, un endroit à moitié vide, chargé d'une atmosphère lourde et étrange. À tel point qu'un jour, l'administration a donné son accord pour que des chasseurs de fantômes et même des équipes de télévision viennent y tourner des émissions. Ils avaient capté des choses troublantes, des portes qui se fermaient toutes seules, des fauteuils roulants qui se déplaçaient sans personne pour les pousser, ou encore une chaise laissée dans une chambre et que l'on retrouvait quelques minutes plus tard dans une autre pièce, comme si elle avait été déplacée en silence. Ma mère, elle, travaillait à l'étage en dessous, dans le service post-opératoire. La plupart des patients étaient des personnes âgées, encore sous l'effet des médicaments, souvent un peu confus ou délirants à cause de l'anesthésie. Une nuit, alors qu'elle faisait sa tournée habituelle, elle a entendu l'un de ses patients parler tout seul. Elle s'est arrêtée devant la porte et l'a entendu répéter qu'il ne voulait pas de whisky. Amusée, elle est entrée dans la chambre et lui a demandé en souriant avec qui il discutait, puisque personne d'autre n'était présent. L'homme l'a regardé, puis a désigné du menton un coin invisible de la pièce en disant « Pas vous. Je parle à la dame derrière la porte. » Ma mère a senti son sang se glacer et a quitté la chambre précipitamment, sans demander son reste. Un autre soir, une patiente lui a demandé si l'homme allongé dans le lit voisin allait bien,
ajoutant qu'il disait se sentir en pleine forme et voulait quitter l'hôpital. Mais il n'y avait personne dans ce lit, pas même un drap posé. La chambre était vide, hormis cette dame. L'idée qu'elle ait pu voir ou entendre un voisin inexistant l'a laissée troublée pendant longtemps. Ces histoires se sont accumulées au fil des années et, même si ma mère est de nature pragmatique, elle n'a jamais réussi à balayer totalement ses souvenirs. Travailler de nuit dans un hôpital est déjà une expérience étrange en soi, mais quand les murs eux-mêmes semblent habités par des présences que personne n'explique, chaque couloir devient un endroit où l'on marche plus vite, sans jamais oser trop regarder derrière soi. Je suis secouriste et je travaille principalement de nuit. On a vu des choses étranges. Celle-ci reste la plus troublante, et je n'ai jamais pu vraiment l'expliquer. Nous avons été appelés pour une intervention, motif inconnu, un homme à terre. Nous étions les premiers sur les lieux. L'appel venait d'une femme affolée qui avait donné l'adresse avant de raccrocher, en expliquant qu'elle n'arrivait pas à réveiller son mari. Impossible de la rappeler. La police était en route mais pas encore sur place. Comme ce quartier résidentiel était réputé calme et sûr, mon coéquipier et moi sommes rentrés avec tout notre matériel, moniteur, sac médical, oxygène, aspiration. Nous n'avions jamais eu de problème ici, c'était surtout un endroit peuplé de personnes âgées. Nous pensions qu'il s'agissait probablement d'un arrêt cardiaque et que nous allions devoir réanimer ou constater le décès. La maison était bien entretenue, rien de suspect. Nous aurions préféré attendre la police, mais chaque seconde compte dans une possible réanimation. La porte d'entrée était ouverte, toutes les lumières allumées alors qu'il était 2 heures du matin. Les fenêtres étaient grandes ouvertes, les rideaux bougeaient avec la brise fraîche. Nous avons appelé à plusieurs reprises pour signaler notre présence, mais personne ne répondait. La maison était de plein pied, nous avons fouillé chaque pièce. Rien. Pas de corps, pas d'animaux, aucun signe de lutte, aucune trace de sang. Un vide total. Nous avons alors signalé par radio que le patient était introuvable. La police n'était toujours pas arrivée. Nous sommes ressortis et avons laissé notre matériel bien en évidence dans l'allée. Le garage n'avait pas été vérifié. Il était fermé avec un nombre inhabituel de verrous extérieurs, et aucune lumière n'y était allumée. Ni mon coéquipier ni moi n'avions l'intention de risquer de nous faire piéger en l'ouvrant. À ce moment précis, ma montre s'est mise à biper 3 heures du matin, celle de mon partenaire aussi. Pourtant nous avions été envoyés à 1h57 et étions arrivés à 2h04. L'ordinateur de bord indiquait 3h01. Nous avons cligné des yeux et, soudain, il était de nouveau 2h15. La police est enfin arrivée. Nous leur avons expliqué la situation. Ils ont fouillé la maison à leur tour. C'est alors qu'ils ont cru entendre une voix de femme, semblant venir de sous le plancher près du garage. Nous l'avons entendue également. Les lumières ont vacillé puis se sont éteintes dans toute la maison. Un courant d'air glacial a traversé les pièces ouvertes. Des coups sourds se sont mis à résonner dans le garage, comme si quelqu'un frappait pour sortir. Les pompiers, qui étaient dehors, ont aussi entendu et sont accourus. La police a forcé la porte et appelé des renforts. À l'intérieur, au sol, se trouvait un homme d'une 50aine d'années, couché sur le côté. Le garage était immense, 3 places. L'homme était dans un état délirant, déshydraté, avec une hanche fracturée et quelques côtes cassées. Il avait glissé sur une flaque d'huile moteur et n'avait pas pu se relever ni ramper. Il était là depuis l'après-midi et toute la nuit. Pendant l'évacuation, les policiers l'ont interrogé. L'homme expliquait que sa femme était morte depuis 10 ans, qu'il n'avait pas vraiment de famille, et qu'il vivait seul dans cette maison. Pourtant quelqu'un avait bien appelé les secours. Il était incapable d'expliquer qui. Il existe sûrement une explication rationnelle, mais rien de tout cela ne nous a semblé normal. La tension était palpable. J'ai voulu croire que c'était sa femme qui veillait encore sur lui. Après tout le négatif que nous voyons sur le terrain, cela nous a semblé être la seule façon de donner du sens à ce que nous venions de vivre. Cela reste pourtant l'expérience la plus dérangeante de ma carrière, à part le jour où mon ambulance est tombée en panne au milieu de nulle part alors que nous transportions un détenu condamné à mort.
Autre histoire, autre ambiance. Ce récit peut sembler anodin, mais je n'oublierai jamais la sensation de malaise profond qui m'a envahi en traversant cette maison vide. Dès que nous avons trouvé l'homme dans le garage, ce sentiment s'est dissipé. Concernant le garage, nous n'avions pas le droit de défoncer la porte sans la police. C'était à eux de le faire s'il y avait motif valable. Comme la maison semblait vide, nous avions pensé à une fausse alerte ou même à une tentative de cambriolage et ne voulions pas risquer d'altérer des preuves. Quant à quitter les lieux à cause du malaise ressenti, l'endroit, bien qu'étrange, était très éclairé et ouvert. Je voulais surtout retrouver la personne rapidement et partir le plus vite possible. Je travaillais de nuit comme agent de sécurité dans un aquarium. Après seulement quelques gardes, j'ai commencé à entendre un son étrange, comme des halètements désespérés, provenant de l'un des bassins. À chaque fois que je me rapprochais pour vérifier, il n'y avait rien à voir, aucune trace d'animal en détresse, aucun mouvement suspect dans l'eau. Les premières nuits, je me suis dit que ce devait être un simple bruit de tuyauterie ou le système de filtration, mais plus les jours passaient, plus ce souffle angoissant revenait. Pendant des mois, au milieu de mes rondes, le bâtiment résonnait de ce bruit de noyade, une respiration brisée qui semblait surgir des profondeurs du béton. Chaque fois, la sensation d'être observé m'envahissait, comme si quelqu'un se débattait sous l'eau sans jamais apparaître. Le plus dérangeant, c'est que les animaux, eux, ne réagissaient pas. Les dauphins continuaient leur cercle lent, les requins glissaient en silence, les poissons passaient devant la vitre comme si de rien n'était. J'étais seul à entendre cet appel étouffé, seul à sentir que quelque chose d'humain se cachait derrière ce souffle coupé. Je travaillais dans un parc local comme agent de sécurité de nuit. Mon service allait de 19h à 3h du matin. Le travail était facile, puisque le parc fermait dès la tombée du jour. Tout ce que j'avais à faire, c'était de verrouiller le portail, puis de rester dans ma voiture à lire en essayant de ne pas m'assoupir. De temps à autre, quelques jeunes venaient pour boire, mais il suffisait d'un coup de lampe torche pour les faire fuir. Une nuit, après avoir fermé le parc, j'ai commencé à me sentir mal à cause du sandwich que j'avais mangé plus tôt. Je suis allé utiliser les toilettes, qui n'étaient en réalité qu'un petit bâtiment en béton avec des canalisations fonctionnelles. Le son y résonnait énormément. Ajoutez à cela le fait que j'étais seul sur près de 8 km², et mes propres bruits corporels prenaient des proportions presque comiques. C'est alors que j'ai entendu quelque chose. Le son n'était pas aussi net que les miens, mais difficile de l'ignorer. Cela ressemblait à une voix d'enfant, aiguë, répétant une question. J'ai immédiatement figé, l'angoisse me serrant la poitrine. J'ai essayé d'appeler, et le bruit a retenti de nouveau, semblable à un petit appel insistant. À 20 ans, je n'ai pas eu le réflexe de me barricader dans ma voiture. Au contraire, j'ai décidé de partir à la recherche de l'origine du son, le cœur battant à tout rompre, répétant des appels dans la nuit vide. Chaque fois, la même réponse revenait, toujours ce même ton plaintif. Finalement, j'ai pu remonter le bruit jusqu'à une petite ouverture dans la fondation d'un bâtiment. Quand j'ai braqué ma lampe, j'ai découvert un minuscule chaton noir. Il devait être affamé, et ses miaulements ressemblaient étrangement à un appel humain. J'ai tenté de lui donner un peu de nourriture, autre que ce qui m'avait rendu malade, mais il a pris peur et s'est enfui. Pendant environ une semaine, j'ai continué à entendre son cri singulier dans le parc, puis le silence est revenu. J'espère que ce petit a fini par trouver un foyer. Je crois avoir entendu des coups de feu le soir où je me rendais au travail. Il devait être autour de 10h quand je sortais du parking, j'étais garé au 5e étage, alors que je marchais vers l'ascenseur, un bruit sec et violent a retenti plusieurs fois dans la nuit. Ça n'avait rien d'un pétard, ce n'était pas non plus un bruit que je pouvais identifier clairement, mais il y avait cette intensité brutale qui me glaçait le sang. Poussé par un mélange de curiosité et d'inquiétude, je me suis approché du bord pour regarder dans la rue en contrebas. 3 silhouettes se sont mises à courir à toute vitesse, des gamins qui filaient sans se retourner, avalés par l'obscurité de l'avenue. Je suis resté figé quelques instants, le cœur battant,
sans savoir si j'avais vraiment assisté à quelque chose de grave ou si je dramatisais. 1 heure plus tard, un collègue m'a dit que les urgences de l'hôpital avaient reçu une victime par balle. Je n'ai jamais eu plus de détails, impossible de savoir si c'était lié à ce que j'avais entendu, mais dans ma tête le doute s'est installé. Depuis, je repense à ce bruit, à sa brutalité, à ce silence qui suivait comme si toute la ville avait retenu son souffle. Ce qui me trouble encore, c'est que je ne sais pas vraiment à quoi ressemble un coup de feu dans la réalité, alors je ne peux pas affirmer que c'était ça, mais la puissance du son, sa résonance dans le béton du parking, je les entends encore. Je travaille de nuit comme agent de sécurité dans un site où se trouvent plusieurs grands entrepôts. C'était le jour de Noël, donc absolument personne n'était présent sur la propriété, ce qui annonçait une nuit très tranquille pour moi. En faisant ma ronde, j'ai remarqué qu'une des portes de quai était restée ouverte. C'était étrange car elles sont normalement toujours fermées, alors j'ai décidé d'aller vérifier. Je me suis approché et je suis entré. Il faut préciser que, pour économiser l'électricité, toutes les lumières de l'entrepôt sont équipées de détecteurs de mouvement. Elles ne s'allument que si quelqu'un passe en dessous, puis s'éteignent aussitôt la zone quittée. L'entrepôt est donc toujours plongé dans l'obscurité, sauf si l'on circule dedans. En jetant un œil à l'intérieur, j'ai regardé le long d'une allée de rayonnage et j'ai vu une lumière allumée au loin, à environ 300 mètres. Puis une autre un peu plus proche s'est déclenchée. Puis encore une autre. Les lumières s'allumaient l'une après l'autre, comme si quelqu'un marchait en ma direction en passant sous les capteurs, mais il n'y avait absolument personne dans l'allée. J'ai observé les lumières avancer quelques instants, puis je me suis senti mal à l'aise et je suis ressorti aussitôt. Je n'ai jamais compris ce qui s'était passé, mais je me souviens encore de ce moment étrange. Je travaillais de nuit dans un cybercafé ouvert 24 heures sur 24, c'était au début des années 2000. Vers 1 heure du matin, un type vraiment inquiétant est entré, accompagné de 2 enfants qui ne devaient pas avoir plus de 5 ans. Il a demandé un poste au fond de la salle et s'est installé comme si de rien n'était. Au bout de quelques minutes, en passant derrière lui, j'ai vu une scène qui m'a glacé. Il était assis avec les 2 petits sur ses genoux et il leur montrait des vidéos pornographiques. Pendant quelques secondes, j'ai cru avoir mal vu, mais la réalité m'a frappé de plein fouet. L'ambiance du cybercafé a changé instantanément. J'ai appelé la police, et entre-temps les clients présents se sont organisés d'un seul mouvement. Personne ne voulait que ce type parte tranquillement. Ils l'ont encerclé, l'empêchant de bouger, certains l'ont frappé, et la colère montait dans la pièce. Les clients parlaient à voix haute de le pendre par l'entrejambe au-dessus de l'entrée, tant la scène qu'ils venaient de découvrir les révoltait. La tension était telle qu'on aurait dit que tout le café allait exploser de rage. Ce fut sans doute la nuit la plus marquante de toutes celles que j'ai passées dans ce travail, un mélange de dégoût, de peur et de violence contenue, une nuit où chacun a senti que la frontière entre la justice et la brutalité pouvait se franchir en un instant. Je travaille de nuit dans un bureau de taxi installé dans un vieux bâtiment auquel est rattaché un garage de mécanique. Certains disent qu'un homme s'y serait pendu, mais je n'ai jamais vu de preuve. En revanche, je sais avec certitude que l'ancien responsable est mort dans son bureau ici. Il se passe souvent des choses étranges. La bouilloire et le micro-ondes s'allument d'eux-mêmes, l'horloge est déjà tombée du mur plusieurs fois, le sèche-mains des toilettes se met en marche alors que je suis seul et je l'entends depuis mon bureau. Mais l'événement le plus troublant est arrivé une nuit. Depuis ma chaise, je peux voir à travers la porte et le long du couloir. Le sol est carrelé et toutes les portes grincent horriblement quand on les ouvre. J'étais assis là, en train de travailler tout en regardant un film, quand j'ai entendu un bruit qui se rapprochait. En levant les yeux vers le couloir, j'ai vu une bille métallique argentée rouler toute seule dans ma direction. Je l'ai ramassée et je l'ai glissée dans ma poche. Mon frère travaille comme agent d'entretien de nuit dans une école primaire. Une fois, il m'a raconté qu'il se trouvait seul dans un bureau sombre, vers la fin de son service. Il tuait le temps en regardant des vidéos sur YouTube, les écouteurs vissés aux oreilles,
quand soudain une voix claire d'enfant s'est élevée dans la pièce. Elle lui a dit distinctement « Nettoie mon banc ». Pris de panique, il a arraché ses écouteurs, a scruté les couloirs et les classes autour de lui, mais il n'y avait personne. Il a même relancé la vidéo qu'il regardait, pensant que le son venait peut-être de là, mais rien n'expliquait cette phrase. Le silence lourd de l'école vide rendait la chose encore plus troublante. C'est alors qu'il s'est souvenu du banc commémoratif, placé dans la cour. Il avait été installé en mémoire d'un garçon de l'école, mort après avoir été percuté par une voiture environ 1 an plus tôt. Sans hésiter davantage, il est sorti dans la nuit, a rejoint le banc et a pris le temps de le nettoyer soigneusement. Quand il eut terminé, il se sentit un peu plus apaisé, comme si le geste avait eu un sens, mais il restait marqué par ce qu'il venait de vivre. L'histoire ne s'arrête pas là. La sœur du garçon fréquente encore cette école et mon frère croise régulièrement leur mère, une femme qu'il connaît bien. Quand je lui ai demandé s'il avait déjà partagé cette expérience avec elle, il m'a répondu non. Il préfère garder ça pour lui, mais il s'assure que le banc reste toujours impeccable, comme si c'était sa manière silencieuse de répondre à cette voix d'enfant qu'il avait un jour appelée dans le noir. Je travaille pour une compagnie d'ambulance et mon service est de 19h à 7h. Entre 2 appels, nous devons nous poster dans certaines zones de notre secteur. Ce soir-là, nous nous sommes installés dans un endroit habituel, un coin plutôt tranquille que nous connaissons bien. Notre place de stationnement se trouvait au bout d'une rue où un lotissement était en construction mais dont le chantier avait été abandonné. Il faut savoir que cette rue est presque introuvable si l'on ne sait pas exactement où chercher. Nous nous sommes garés en marche arrière, comme toujours, au cas où nous devrions partir en urgence. Environ 45 minutes plus tard, nous avons vu une berline à 4 portes remonter la rue. Immédiatement, nous avons verrouillé les portières, car il n'y avait que nous dans ce coin isolé. La voiture a fait demi-tour devant nous. On s'est dit qu'elle repartait, mais non. Elle a reculé et s'est arrêtée juste à côté de nous, sur la droite. À ce moment-là, j'avais déjà la radio en main, prêt à appeler du renfort si quelque chose tournait mal. 4 hommes d'une vingtaine d'années sont sortis du véhicule et ont commencé à prendre des photos de notre ambulance sous tous les angles. J'ai allumé les projecteurs pour les dissuader, mais ça ne les a pas dérangés le moins du monde. Après une dizaine de clichés, ils sont simplement remontés dans leur voiture et sont repartis. Encore aujourd'hui, je n'ai aucune idée de ce que c'était ni pourquoi ils ont fait ça. J'ai travaillé de nuit dans un fast-food du centre-ville, c'était une autre vie. Les souvenirs de ces nuits-là me hantent encore, parce que chaque heure apportait son lot de situations étranges ou violentes. Je ne sais pas ce qui m'a le plus marqué. Peut-être cette femme enceinte qui est entrée un soir, le visage marqué, la moitié des dents brisées. Elle tremblait, suppliait qu'on la laisse se cacher quelque part, fuyant son mari qui la battait sans relâche. Elle tenait son ventre comme si c'était la seule chose qui la maintenait debout. Ou peut-être ce gamin, pas même 12 ans, qui a poussé la porte un dimanche à 2h du matin. Il m'a demandé s'il n'y avait pas des petits travaux à faire, quelque chose pour l'occuper parce qu'il n'avait nulle part où aller. Son regard était fatigué comme celui d'un adulte, mais son corps restait celui d'un enfant abandonné trop tôt. Il y avait aussi cet homme armé d'un couteau qui est entré une autre nuit, le genre de rencontre où chaque seconde semble s'étirer, où le moindre geste peut mal tourner. Et puis la bagarre juste devant la fenêtre du drive. 2 hommes s'étaient empoignés, leurs cris traversaient la vitre, et l'un d'eux a vu ses lunettes éclater contre le béton, le verre lui entaillant le visage. Je me souviens aussi de ce groupe de types qui s'était installé non loin, à 3h du matin, pendant que je prenais ma pause dans l'espace extérieur. Ils riaient entre eux, m'ont proposé de la cocaïne comme si c'était une simple cigarette. Je les ai ignorés, le cœur battant, espérant qu'ils finiraient par partir. Ces nuits s'enchaînaient avec leur lot de misère humaine et de danger latent, et moi j'essayais juste de tenir jusqu'au matin, en me disant qu'un jour je quitterais ce lieu. J'ai travaillé de nuit dans un hôpital comme agent de sécurité. Un soir, j'ai reçu un appel des urgences.
Ils m'ont demandé de venir dans l'une des chambres des patients. Quand je suis arrivé, une infirmière est sortie de la pièce en tenant une bassine rose. Elle me l'a tendue et je l'ai prise sans regarder ce qu'il y avait dedans. Puis j'ai baissé les yeux. La bassine était remplie à moitié de sang et de matière gluante, avec de minces fragments translucides de membrane qui flottaient à la surface. On aurait dit un banc de méduses nageant dans du sang. « Infirmière, qu'est-ce que je tiens exactement ?» ai-je demandé. Elle m'a expliqué qu'une femme enceinte, arrivée en ambulance, venait de faire une fausse couche. « Infirmière, pourquoi est-ce que je transporte un fœtus après une fausse couche dans une bassine ?» et j'insistais. Apparemment, le service de maternité devait obligatoirement recevoir les restes pour les enregistrer, selon leur procédure. D'accord. Je n'ai pas posé d'autres questions. Je me suis mis en route dans les longs couloirs vides de l'hôpital, seul avec ma bassine. La maternité se trouvait à l'autre bout du bâtiment, ce qui me laissait largement le temps de céder à la curiosité. Impossible de m'empêcher de regarder à l'intérieur et d'examiner ce qui aurait pu devenir un bébé. Toute l'expérience avait quelque chose de surréaliste et d'un peu inquiétant. Mais au moins, je n'ai pas laissé tomber la bassine. Mon tout premier emploi, c'était dans une boîte de nuit. Le club se trouvait au-dessus d'un magasin de vêtements et juste à côté d'un parking à étages. Ma tâche consistait à tenir le vestiaire à l'entrée, et de là où j'étais assis, je pouvais voir directement l'intérieur du parking désert. La première semaine, vers 1h du matin, alors qu'il ne se passait absolument rien et que personne n'entrait ni ne sortait, je fixais distraitement le vide quand soudain j'ai vu un corps tomber du haut du parking. La silhouette a traversé l'espace devant mes yeux et a disparu en contrebas, juste à côté du club. Pris de panique, je me suis levé, j'ai couru dehors et je me suis approché du bord pour regarder. Pourtant, en bas, il n'y avait rien. Pas de corps, pas de traces, comme si je n'avais rien vu. Le plus troublant, c'est que cela ne s'est pas arrêté là. Presque chaque semaine, toujours aux alentours d'1h du matin, la scène se répétait. Un corps tombait mollement du sommet du parking, disparaissait avant même de toucher le sol, et je restais seul avec cette vision. À force, j'ai fini par retenir des détails précis, la forme du corps, les vêtements qu'il portait, la manière dont ses bras pendaient comme s'il avait abandonné toute lutte. À chaque fois que j'en parlais aux autres membres du personnel, ils me répondaient qu'ils n'avaient jamais rien vu ni entendu de tel. J'ai même vérifié les caméras de surveillance, mais l'angle ne couvrait pas cette partie du parking. J'ai cherché des informations, pour savoir si quelqu'un s'était suicidé là ou si un accident avait eu lieu, mais je n'ai rien trouvé. À l'époque où j'étudiais la musique à l'université de Birmingham, j'avais pris l'habitude de réserver mes sessions de studio en pleine nuit, généralement entre 2h et 6h du matin. Ce rythme me convenait parfaitement, j'aimais travailler seul, sans personne pour me déranger. Mais l'atmosphère était particulière, presque oppressante. Se retrouver le seul être humain sur un campus qui, en journée, grouille de milliers de personnes, c'était déjà une expérience troublante. Le moindre souffle de vent prenait une ampleur inquiétante, et chaque coup de cloche de la tour résonnait dans le vide comme s'il marquait non pas le temps, mais la solitude. Le pire, c'était le matériel que nous utilisions. À l'époque, dans les années 90, la plupart des studios travaillaient encore avec de grosses machines à bande de pouces. Et pour économiser, on réutilisait d'anciennes bandes. Ce qui signifiait qu'à tout moment, au beau milieu d'un enregistrement, pouvaient surgir des fragments de sons venus du passé, des restes effacés mais pas totalement disparus. Il m'est arrivé de tomber sur toutes sortes de bizarreries, mais je me souviens particulièrement d'une nuit de tempête, autour de 3h du matin. J'avais chargé une bande, et soudain, dans le studio désert, des voix se sont élevées. Un chœur d'église, chantant en latin. Comme j'avais inséré la bande dans l'autre sens, le tout s'est déroulé à l'envers, avec une réverbération étrange qui donnait l'impression que les murs eux-mêmes répondaient aux chanteurs. L'effet était si spectral que j'en ai eu la chair de poule. Pourtant, malgré cette ambiance surnaturelle, je garde une nostalgie profonde de ces nuits. Le mélange de peur, d'isolement et d'inspiration faisait naître une intensité créative unique.
C'était vraiment de bons moments, étranges mais précieux, comme si la musique et les fantômes du campus s'étaient alliés pour me tenir compagnie. Je travaillais comme aide-soignant de nuit dans une maison de retraite. Ces services de nuit sont toujours particuliers, mais ce soir-là en particulier, tout était plus agité que d'habitude. Il devait être environ 3 heures du matin, et je traversais le couloir en vitesse, un change à la main et des linges dans l'autre, me dépêchant de répondre aux 2 sonnettes d'appel qui venaient de retentir presque en même temps. Le bâtiment avait une forme assez simple, un long couloir principal avec 2 ailes de chambre à chaque extrémité. Alors que je pressais le pas, une voix a éclaté soudainement derrière moi. C'était la voix d'une femme jeune, forte et claire, comme si quelqu'un venait de mettre un téléviseur à plein volume puis de l'éteindre brusquement. L'écho avait résonné sur toute la longueur du couloir, me figeant sur place. Je me suis immédiatement retourné, le cœur battant, mais le silence avait déjà repris possession des lieux. Aucune télévision allumée, aucun murmure, rien. Tout le monde dormait, et je savais pertinemment qu'il n'y avait aucune jeune femme parmi les résidents de cette unité. Ce n'était pas une voix faible ou hésitante, c'était un son franc, imposant, qui n'aurait pas pu passer inaperçu. Je suis resté quelques secondes immobile, l'oreille tendue, cherchant à capter le moindre bruit qui pourrait donner une explication rationnelle à ce que je venais d'entendre. Mais le silence est resté absolu. Le long couloir me paraissait d'un coup plus sombre, plus étouffant, comme si les murs eux-mêmes absorbaient le moindre souffle. Finalement, j'ai tourné les talons et repris ma route vers les chambres qui m'attendaient. Dans un lieu où la mort est une présence quotidienne, il n'y a rien de bon à chercher l'origine de sons impossibles au beau milieu de la nuit. Je savais au fond de moi que je n'aurais jamais de réponse, mais j'ai préféré enfouir cette voix dans ma mémoire plutôt que de risquer de la retrouver au détour d'un couloir vide. Merci d'être resté jusqu'à la fin. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner et de partager vos propres histoires en commentaire. On se retrouve demain à la même heure devant ce feu.